Et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, pour ne pas dire qui a changé ma vie, ma façon de penser, ma façon de... Voilà, donc je vais vous parler du ressenti, de l'importance en fait, l'importance d'écouter son ressenti, et surtout de notre complexité, parce que c'est pas facile pour nous d'écouter notre ressenti, c'est pas naturel. On va pas facilement vers ça. Hein. Alors, ça fonctionne comme je veux. Voilà. Donc c'est une approche qui est née d'un travail personnel, qui n'est pas issue ni d'un courant psychologique, ni d'une école. Hein, et qui n'est pas non plus associé à un mouvement sectaire ou religieux ou autre. Alors je le précise parce que parfois on fait des petites associations qui me surprennent un peu, donc je préfère préciser les choses dès le début. Si vous devez associer cette approche à quelque chose que vous connaissez, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'approches différentes qui fleurissent un petit peu partout. Et même si on est dans le milieu, ce qui est mon cas, parce que ça fait quand même déjà quelques années que je suis dans ce milieu-là, je suis un petit peu perdue des fois d'entendre des nouvelles techniques avec des nouvelles appellations. Donc je peux comprendre qu'on ait besoin d'associer quelque chose qu'on ne connaît pas à quelque chose qu'on connaît. Mais si vous deviez le faire, c'est simplement de le relier en fait à votre ressenti, à ce que vous ressentez vous, parce qu'on a tous cette capacité à ressentir. Et donc cette approche, elle s'appuie principalement là-dessus. Alors, ce travail, je l'exerce donc d'abord, j'ai commencé par moi, parce que je n'avais pas du tout, il y a donc 15 ans que je fais ce travail pour moi. Et il y a 15 ans, je n'avais pas du tout envie d'être là en train de parler devant des gens et raconter des histoires sur le ressenti. Parce que j'étais très très coupée de mon ressenti. Je ne ressentais rien du tout. D'ailleurs, quand on me posait la question au début, qu'est-ce que tu ressens, je ne comprenais même pas cette question-là. Alors, il y a 15 ans, j'étais un peu différente d'aujourd'hui. J'étais une personne plutôt superficielle. Je n'avais pas trop tendance à aller dans la profondeur. J'étais assez vite dérangée par ça. Et j'avais des difficultés à échanger avec les gens, surtout dès qu'il y avait des conflits. Dès qu'apparaissaient des conflits, j'avais une émotion très forte qui se manifestait en moi et du coup, ça bloquait toute communication. Ou j'envoyais tout péter, ou alors je coupais vraiment le lien tout de suite. Alors du coup, j'ai perdu pas mal de personnes chères autour de moi. Et puis j'étais aussi, du coup ça me rendait un peu agressive. Alors je me disais, ouais, je n'ai pas très cool. Voilà. J'étais aussi plutôt... en fait, ma vie à cette époque-là, elle se résumait à peu de choses. J'avais un travail dans le milieu hospitalier, j'étais soignante. Donc j'étais en contact quand même avec la maladie, avec des choses pas simples. Et à la fois, j'avais juste une seule passion, c'était l'amusement. Il fallait que je m'amuse, il fallait que je sorte, il fallait pas qu'on se me prendre la tête, voilà. Et quand je faisais pas ça, j'étais chez moi à m'occuper de mon intérieur ou bien faire du shopping. Voilà. C'était ma vie à cette époque. Ça se résumait à ça. J'avais pas vraiment de passion, à part l'amusement. Et je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal parce que dès que j'étais en contact avec quelque chose qui me touchait très fort, et je faisais quelque chose qui n'avait rien à voir et qui était pour moi pas bien logique. Je l'ai vraiment remarqué le jour où dans ma famille on a perdu un proche et là, pendant que tout le monde était mal, en train de pleurer à la maison, moi je partais, j'allais faire la fête. Alors là, je me suis dit quand même, c'est pas vraiment le moment, mais c'était plus fort que moi. Et puis je discutais beaucoup avec des personnes que je soignais à l'hôpital, qui étaient assez malades, parfois qui quittaient leur vie à l'hôpital. Et ces personnes, elles me disaient,
Vous savez, je vais vous dire une chose, je sais pourquoi je suis malade, je sais pourquoi j'en suis là. Parce que quelque part, il y a quelque chose que j'ai mal vécu et depuis, je m'en remets pas. Donc, je pense que cette maladie, elle est arrivée voilà, elle est arrivée à partir de là. Alors, j'avais à la fois, je voyais qu'il y avait un truc pas net chez moi parce que je n'étais pas vraiment en lien avec ce que je ressentais. Et à la fois, j'avais la peur que moi aussi, un jour, je tombe malade. Je me disais, j'avais la trouille de la dépression. Je me disais, là, un jour, je vais faire une dépression, tout ça, ça va me revenir en pleine face. Ça va être terrible. Bon. Et puis, j'ai décidé de quitter la région et de partir dans l'ouest de la France. Et à cette époque, j'avais dans l'idée que si je changeais mon extérieur, ben, j'allais être mieux. J'allais trouver le bonheur, j'allais me sentir mieux. Et puis, donc, j'ai tout quitté, j'ai tout changé, de travail, de maison, de tout. Et en fait, très vite, ben, je me suis rendu compte que j'avais ramené tout ce que j'avais cru laisser à Lyon était revenu avec moi. Le paquet, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, j'ai rencontré des thérapeutes qui m'ont parlé de développement personnel, qui m'ont parlé de ressenti, qui m'ont parlé de... Vous pouvez changer en faisant un travail. Hein. C'était assez intéressant, effectivement. Mais bon, j'étais pas très convaincue. Je me suis dit, je vais essayer, puis on verra bien. J'ai rencontré des gens avec qui je sentais que je pouvais leur faire confiance. Et puis, au bout de... Donc, j'ai commencé une thérapie. Et au bout d'un mois, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de fumer. Comme ça, du jour au lendemain. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais je fumais beaucoup. J'étais très excessive même là-dedans. Je fumais un paquet et demi. Hein. J'étais vraiment... voilà. Et en fait, ce qui m'a étonnée, j'ai arrêté de fumer sans m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'au cours d'un déménagement, lors d'un week-end, j'étais très très occupée et j'ai réalisé à la fin du week-end que je n'avais pas touché une cigarette pendant 3 jours. Alors là, je me suis dit, c'est vraiment impressionnant. Alors non pas que j'ai arrêté de fumer, parce que ça m'arrivait de ne pas fumer pendant un jour ou deux, mais là, de ne pas avoir pensé à ça et de ne pas avoir ressenti le besoin de fumer, ça m'a quand même marqué, interloqué. Et du coup, j'ai pas pu faire autrement que de l'associer à ce travail que j'avais commencé. Je me suis dit, il y a un truc là, c'est bizarre. Et au fur et à mesure de ce travail, j'ai commencé à comprendre plein de choses sur moi, sur comment j'étais en fait, pourquoi j'étais comme ça. Et donc du coup, j'ai continué ce travail avec beaucoup de passion. Et un jour, j'ai une copine autour de moi qui m'a dit, mais en fait, j'aimerais bien que tu m'accompagnes. Je voudrais que tu sois ma thérapeute. Ah bon. Ça, j'avais pas envisagé ça comme ça. Donc, j'étais un peu étonnée. Mais comme elle était un peu insistante, un jour, j'ai dit, ok, bah, si tu veux, je sais pas trop ce que ça va donner, mais pourquoi pas. Et c'est là, en fait, en me mettant en situation, que je me suis rendu compte que j'étais à ma place et que j'avais, en fait, trouvé quelque chose qui avait du sens pour moi. Donc, je suis partie là-dedans. Et donc, maintenant, ça fait depuis 2010 que je suis installée et que j'accompagne des gens en individuel et aussi en groupe. Alors, cette approche par le ressenti, c'est une approche qui est très simple, qui parle à tout le monde, qui est assez pragmatique et surtout très concrète. Souvent, ressenti, en fait, c'est une approche qui tient compte vraiment de ce qu'on vit concrètement. On a toujours en référence ce qui se passe. Et c'est une approche qui nous relie avec ce que nous sommes vraiment au fond de nous. Alors, comment on fait pour aller dans cette approche? On se pose cette simple question. Qu'est-ce que je ressens? Alors moi, c'était le grand désert quand on posait cette question. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il faudrait... J'ai quelque chose à ressentir en fait ça ne me parlait pas du tout. Et alors, qu'est-ce que je ressens? Ça va être... tout va nous intéresser
de l'ordre du ressenti, c'est-à-dire les sensations, on peut avoir des sensations corporelles, on peut avoir des petits fourmillements, des petites choses comme ça. On peut aussi avoir, tiens, tout d'un coup, j'ai sommeil, je suis fatiguée. C'est un ressenti. Plus lié à nos besoins, à nos besoins, mais enfin, c'est un ressenti quand même. Mais là, ce qui va nous intéresser, vraiment, j'ai envie de dire, le diamant dans ce travail, c'est d'aller toucher l'émotion dans laquelle je suis. D'aller au cœur d'une émotion. Alors, le problème, c'est que souvent, les émotions, on les perçoit quand elles sont à fond. Là, on perçoit bien quand on est en colère. Voilà. Quand on est triste aussi, on perçoit bien, parce que du coup, il se passe des fois quelque chose. Mais en fait, en faisant ce travail, je me suis rendu compte que de la même façon qu'on peut avoir quelque chose, une information sur notre respiration, et si vous commencez à aller vers votre respiration, vous allez voir comment vous respirez. Ah tiens, je respire déjà. Je prends conscience que je respire. Parce que oui, on n'est pas comme le dauphin. Le dauphin, lui, il a besoin de se concentrer pour respirer, mais nous, on s'en rend pas compte et on respire pourtant. Et j'ai une information sur ma respiration. Tiens, elle est ample, ou elle est plutôt étriquée, plutôt économique. J'ai une information. Et bien, de la même façon, quand j'écoute ce que je ressens, quand j'écoute mon ressenti, j'ai une information sur mon émotion. Il y a tout le temps, en moi, à chaque instant, une émotion. Et pourtant, la plupart du temps, eh bien, on a ça. On a beaucoup d'étonnement. Tiens, mais ouais, je ressens. Donc souvent on répond par une question. Mais qu'est-ce que je dois ressentir? À quel niveau? Vous voyez, c'est tout de suite cet espace de nous qui se met en marche. Hein. L'intellect, tout de suite, il cherche à comprendre. Et parfois, on a une émotion qui est très marquée, que tout le monde voit, mais nous, on ne la ressent pas. Donc ça donne à peu près ça. Voilà. Lui, il est persuadé qu'il n'est pas en colère, hein, vraiment. Mais tout le monde peut voir que sur son visage, il y a une lecture au niveau de notre corps qui, quelque part, entre guillemets, nous trahit un petit peu. Voilà. En fait, on n'a pas été vraiment éduqués au ressenti. Hein. On n'a pas été... on ne nous a pas dit, lorsqu'on ressentait quelque chose, notamment lorsqu'on était enfant, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens. On a plutôt sollicité notre intellect, donc ça, on est très à l'aise avec ça, on réfléchit beaucoup, on pense beaucoup, on calcule, on anticipe, et j'ai fait ça, et demain je fais ça, et après-demain je fais ça. Et finalement, avec une intelligence de nos émotions, notre intelligence émotionnelle, on est plutôt à nier, à chasser, à éviter. On n'est pas très à l'aise en fait avec nos émotions. C'est un peu notre bête noire. On parle de contrôler les émotions. Hein, il y a des émotions qui sont négatives, hein, donc il ne faut mieux pas trop aller là-bas. Donc, du coup, on a plutôt tendance à faire ça, à cacher, à ne pas se montrer vraiment comme on est en fait. On masque, voilà. On met le masque social, tout va bien. Et dedans, c'est pas toujours en accord, voilà. Alors moi, j'ai très bien connu ça, hein, je fais ça à merveille à une période. Tout le monde disait, ouais, super drôle, on va l'inviter, on fait la fête, on s'amuse bien avec elle. Ouais, c'est vrai que je donnais cette image-là, mais quand je rentrais chez moi, c'était pas la même histoire. Et je vais profiter de ce moment pour vous parler de quelque chose qui est un événement très marquant de ma vie, et j'ai envie de vous le partager parce que c'est un événement qui m'a fait comprendre à quel point c'était important de s'écouter. Je pense que j'ai dû passer par là pour réaliser ça. Ce n'est pas un hasard si j'ai vécu ça. J'avais à peu près 20 ans. Et puis, j'apprends ce qui normalement est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que j'attends un bébé. Alors, j'ai à ce moment-là, au moment où on me l'apprend, je ressens une joie immense.
Et je me souviens que je me sentais super légère, comme c'est une image qui me vient, comme la fée Clochette, vous voyez, toute. Et très, très rapidement sont arrivées des peurs. Non, ça je peux pas le vivre maintenant, c'est pas possible. J'avais pourtant un travail, j'avais une maison, mais j'étais pas très stable au niveau de ma vie affective. Et du coup, j'étais pas prête, je me sentais pas prête, quoi. Voilà. Donc, tout de suite, j'ai un problème et il faut que je trouve une solution. Bon. Sauf que j'étais dans un tel état de panique que j'étais incapable de même faire l'action de chercher. Pourtant, j'étais dans le milieu hospitalier à cette époque-là. Mais j'étais complètement prise et débordée par cette émotion de peur qui me saisissait. Et donc, heureusement, j'avais une copine qui avait eu recours, elle, à l'avortement et qui m'a donc accompagnée. Parce que pour moi, dès l'instant où j'ai commencé à sentir ces peurs, je me suis dit non, c'est pas possible, je ne peux pas garder cet enfant. Il faut que je parlais même comme ça, et il faut que je m'en débarrasse. C'est pas le moment. Voilà. Alors je vais à l'hôpital et au moment où donc je vais me faire avorter, mon corps devient comme la table. Je me raidis à un tel point qu'il est impossible de pratiquer quoi que ce soit. Enfin, il n'est pas possible de faire l'acte. Je fais des malaises, je me sens très très mal. Et donc, on me raccompagne dans ma chambre en me disant « Mais madame, vous allez devoir revenir, parce que là, on n'a pas pu faire ce qui était prévu, vous avez bien pu vous en rendre compte. » Et donc, je rentre, alors très déboussolée chez moi, très en souffrance, parce que ce que j'avais imaginé de rapide et d'expédier, ça prenait une autre tournure. Il fallait que je reste 3 jours à l'hôpital. À l'époque, on me gardait un petit peu les gens à l'hôpital. Et voilà, j'allais devoir plus en communiquer. Voilà, c'était donc un peu compliqué. Je reviens, je me fais hospitaliser pendant 3 jours, je souffre énormément. Et puis, je rentre chez moi. Et on me dit, vous viendrez pour une petite visite de contrôle dans 15 jours, 3 semaines, pour voir si tout va bien. Et donc, je reviens. Et là, je lis sur le visage du médecin qu'il y a un problème. Et elle m'annonce en fait que je suis toujours enceinte. Voilà. Donc là, c'est l'effondrement total. Je ne peux même pas lui parler. Je suis complètement submergée. Et elle ne comprend pas très bien ma réaction. Elle ne comprend pas très bien qu'elle puisse même pas échanger avec moi. Donc elle m'explique que ce ne sera pas possible de repratiquer à nouveau un IVG, parce que les dates étant un peu trop loin, on va devoir faire autrement. Donc autrement, c'est faire un accouchement thérapeutique. Donc ça implique autre chose, voilà, sur le plan déjà du vécu, c'est pas la même chose quand même. On se rend plus compte, on a plus de sensations, etc. Enfin, voilà, c'est malgré tout, donc là j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à me dire, mais en fait, cet enfant, il a envie de vivre. Mais à aucun moment, je me suis dit, mais peut-être que moi, j'en ai envie aussi de cet enfant. À aucun moment, j'ai recontacté ce que j'avais contacté au départ quand on m'a fait cette annonce. Donc j'ai suivi toujours un peu à cette manière, voilà. Mon but là, il fallait que ça s'arrête, il fallait que je me débarrasse entre guillemets du problème. Je sais que c'est très violent ce que je dis, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je n'ai pas du tout mis, même si j'étais très affectée, je n'ai pas pu toucher ce ressenti comme il était en fait. Donc mes défenses m'ont vraiment protégée en faisant comme si j'étais armée, quoi. Il n'y a rien qui pouvait toucher. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment, dans mon comportement, dans ma façon de vivre, je me suis vraiment rendue très 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 rigide. Voilà. Donc je pense que vous avez tous entendu parler un petit peu des mécanismes de défense. Enfin,
voilà, qui sont là au départ pour nous protéger quand on est un enfant, mais qui avec le temps ont tendance à plus nous desservir que nous servir. Donc c'était un événement effectivement qui m'a beaucoup marqué, qui a aussi conditionné la suite de ma vie. Et donc j'ai compris en fait que j'avais, à force d'éviter de ressentir, je m'étais vraiment éloignée de moi. Je ne ressentais vraiment plus rien. Et d'où ce besoin d'aller toujours faire la fête, hein, parce que moi j'étais en contact avec beaucoup de culpabilité. Je me sentais meurtrière en fait. Je faisais des cauchemars. J'avais l'impression vraiment d'avoir été au-delà d'un simple IVG. Donc, en fait, voilà, accueillir, accepter, ça a conduit davantage à se libérer. Parce que si à ce moment-là, j'avais senti que j'avais peur, en fait, parce que c'est ma peur qui m'a conduit à aller jusqu'à prendre ce chemin-là, si j'avais écouté ces peurs, je suis persuadée aujourd'hui qu'il en aurait été différent. Même si peut-être que j'aurais fait la même chose, mais je ne l'aurais certainement pas vécu de la même façon. Ce qui m'a vraiment montré que j'étais vraiment à côté de moi, c'est cette répétition en fait, répétition malheureuse. Celui qui nous donne de bonnes leçons par rapport à comment on devrait être, entre guillemets, avec notre ressenti, c'est l'enfant, parce que l'enfant, il vit dans son ressenti, il est spontané, il est intuitif, il sent quelque chose, paf, il le montre ou il l'exprime, et voilà, c'est, je pense, un peu ce qu'on admire, entre autres, chez lui, c'est qu'il a cette capacité à être avec lui, tout le temps, avec lui. Alors, pour nous, c'est plus compliqué, je me défends. Mais alors, comment je m'y prends, moi, pour ne pas ressentir? C'est-à-dire que si on veut aller dans le ressenti, eh bien, il faut d'abord comprendre que on se défend. Donc, c'est déjà de faire cette première rencontre avec c'est quoi ma stratégie à moi? Comment je me défends, moi, au quotidien, quand je suis dérangée, quand j'ai un problème avec quelqu'un, quand je vis quelque chose de douloureux, qu'est-ce que j'ai tendance à faire? Est-ce que j'ai tendance à fuir? Et comment? Par quoi? C'est déjà entre guillemets, de nous étudier un peu comment on fonctionne. Moi, j'avais un système de zapping, vous voyez, c'était comme la télé. Dès que ça me dérangeait, tac, je changeais de chaîne. Donc à force, je suis un petit peu perdue. Le fait d'observer qu'on se défend, de voir comment on se défend, eh bien, ça nous permet d'être plus conscients. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire là, je ressens rien parce qu'il n'y a rien. Je vais me dire, en fait, là, je ne ressens rien, mais a priori, il devrait y avoir quelque chose. Normalement, il devrait y avoir quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, voilà. Déjà, on fait un pas avec nous, c'est-à-dire qu'on est conscient que normalement, il devrait y avoir toujours quelque chose au niveau de notre ressenti. Donc ça nous permet d'être aussi plus juste avec nous, hein, et ça favorise une meilleure connaissance de soi. C'est indispensable si on veut être dans une vraie écoute de soi. Moi, à l'époque, j'étais persuadée que je m'écoutais. Hein. D'ailleurs, on m'avait proposé un accompagnement avec des psychologues. Je ne voulais absolument pas en entendre parler. Hein. C'est bon, j'ai fait mon choix. Hein. C'est pas elle qui va me dire ce que je dois faire. Hein. Parce qu'en plus de ça, j'étais un peu bornée. Hein. Donc, ça n'aide pas dans ces moments-là. Voilà. Alors, il est vrai qu'on a perdu un peu notre contact avec notre ressenti, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, contrairement à notre apparence physique, hein, notre apparence physique, elle change, celle qu'on est ou celui qu'on est aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, et ça ne sera pas le même non plus dans 10 ans. Mais par contre, le ressenti, lui, il ne vieillit absolument pas. On peut, lorsqu'on est en contact avec notre ressenti, ressentir exactement ce qu'on a ressenti lorsqu'on était petit, lorsqu'on a... voilà, j'ai des souvenirs qui me sont revenus de moments où vraiment
très 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 petites, quoi. Des moments, des choses qui m'ont marqué, où j'ai eu un ressenti. Et souvent, les personnes que j'accompagne me disent c'est marrant, j'ai l'impression de retrouver la mémoire en fait. Parce que ce qui fait qu'on a tendance à se couper, et c'est toujours en lien avec ce qu'on a mal vécu. Et que petit à petit, en emmenant notre ressenti, avec notre compréhension d'adulte, parce qu'aujourd'hui on a plus de capacité à comprendre les choses, à les analyser lorsqu'on était enfant, le fait d'associer ça, ça permet de se libérer et surtout de se remettre en vie, je veux dire. Alors, quand on développe le ressenti, alors ça développe beaucoup de choses et puis c'est très propre à chacun parce que on n'a pas tous les mêmes choses à développer. Donc c'est pour ça aussi que ce travail m'a plu, c'est parce que je voyais que ça répondait vraiment avec moi et avec ce moment présent. On perçoit une compréhension qui est beaucoup plus précise qu'avec notre tête. Notre tête, elle a tendance à aller dans un sens, puis après dans un autre, et puis on va avoir une autre information, ah ben non, finalement, je vais penser encore autrement. On se perd beaucoup en écoutant notre tête, alors qu'avec le ressenti, c'est très précis, c'est très juste. Souvent, je dis, c'est de l'orfèvrerie, quoi. Quand on est sur le ressenti, immédiatement, il se passe quelque chose, quoi. Et puis on développe beaucoup de bienveillance pour soi et puis pour les autres, parce qu'on se rend compte en fait, en revenant à notre ressenti, ce qu'on a vécu, ce qu'on a souffert, comment ça nous a touchés. Et du coup, on développe naturellement de la bienveillance. On favorise aussi ce qui est le plus important pour nous, parce qu'on va s'écouter. Donc on va arrêter progressivement de faire des choses parce qu'il faut les faire ou parce que c'est important pour les autres. On va aller vers vraiment ce qui nous fait vibrer, quoi. Alors c'est pas toujours simple parce que ça fait un peu peur, on ne connaît pas, mais en tout cas on développe une joie naturelle à aller vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous fait plaisir. Voilà. Et puis on est moins sous l'emprise des émotions. Alors ça c'est assez étrange, mais plus on rentre dans notre émotionnel, plus on va se confronter à lui. Confronter, c'est peut-être pas le mot, c'est pas un combat, hein. C'est plus on va se coller à notre émotion. Ok, j'ai une émotion là, je ressens comment je la vis. Voilà, je la vis, je la ressens, je l'accepte, je la laisse venir et je fais corps avec elle. Et plus je vais faire corps avec elle, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça se dissout. Et ça retombe comme un soufflet. Alors que nous, on a tendance à faire complètement l'inverse. C'est-à-dire que non, je vais au placard, ça j'ai pas bien envie, il faut que je mette mon masque, ou je ne peux pas montrer ça. Et puis en plus, on le justifie très bien, parce que c'est vrai que dans notre société, c'est pas très très bien vu. Si on fait la tête, les clients ne vont peut-être pas revenir, le patron ne sera peut-être pas très content. Donc on le justifie, mais du coup on augmente notre intensité émotionnelle. Ça c'est pas super, notamment quand on a des enfants, parce que eux ils ressentent très très bien ce que nous on a du mal à ressentir. Et ce qu'on évite de ressentir nous, on leur fait un cadeau. C'est-à-dire qu'on leur donne. C'est pas toujours un bon cadeau. On fait ce qu'on peut hein, quand on est un humain. On fait ce qu'on peut. Et puis, on va communiquer aussi plus justement avec les autres, c'est-à-dire qu'on va prendre l'habitude de parler en partant de soi. Je commence par moi, déjà, parce que là j'y habite, donc je sais ce qui s'y passe, plutôt que d'aller chercher l'autre dans ce qu'il aurait fait, pas fait, bien fait, mal fait. On va développer aussi notre potentiel, donc créatif, intuitif, guérisseur, parce que pour moi je suis sûre qu'on est tous guérisseurs. Ça va se développer comme ça, voilà. Sans qu'on cherche à faire, mais en faisant ce travail de ressenti, de se nettoyer de nos blessures, eh ben, on développe des capacités
Alors parfois c'est un peu surprenant, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas c'est juste. Et puis si on ne comprend pas, à un moment donné on finit par comprendre. C'est clair. Le fait d'être dans la créativité, moi j'étais pas du tout créative, hein, moi j'achetais, hein, donc la créativité c'était pour les autres, je n'étais pas une artiste. Mais en fait ça rend très joyeux, on se sent, je pense qu'on est fait pour créer, on n'est pas fait pour travailler, on est fait pour créer. Et, enfin, ça après c'est ma vision des choses. Et donc on apprend aussi à davantage accepter et lâcher prise parce que dans ce travail, on est toujours en contact avec notre histoire. Et à un moment donné, ce qui fait qu'on se libère de notre histoire, c'est parce qu'on l'accepte. Ben ouais, j'ai vécu ça. C'est pas terrible, ouais. Je n'ai pas été au top, oui. Mais c'est mon histoire. C'est venu m'apprendre quelque chose et donc le fait de l'accepter, on va accepter aussi plus facilement ce qu'on vit au quotidien. Ouais, ça c'est pas super, ouais d'accord, mais parce que c'est si dramatique. Je l'ai vécu encore avec mon ordinateur ce matin parce que j'arrivais pas à avoir la connexion à internet. Je me suis énervée, puis au bout d'un moment j'ai dit bon, je ferai sans rien, hein, tant pis. Et puis là c'est revenu. Donc voilà. Et puis nous nous sentons plus en harmonie avec nous, avec la vie, parce que du coup il y a quelque chose qui circule en fait. On se sent plus en interaction avec ça, donc il y a plus de choses, plus de sensations, de perceptions, de ouais, j'accepte de pleurer, ouais, c'est peut-être pas l'endroit, mais ça fait rien, c'est ce que je ressens, donc je le fais. Je m'autorise plus, je suis moins dans le il faut, il doit, et toutes ces choses qui sont super pour nous. Voilà, donc en gros, quand on écoute son ressenti, on développe surtout l'intelligence de notre cœur, un petit peu ce qui nous est demandé quand on vit. Voilà. Alors, peut-être que vous n'avez pas tout compris dans ce que j'ai raconté. J'ai voulu utiliser aussi mon histoire personnelle parce que c'est important pour ne pas être dans le côté thérapeute qui sait tout. Là. C'est surtout de comprendre que c'est un travail qui s'expérimente avant de se comprendre avec la tête. Comme je vais dans le ressenti, il faut que je passe par le ressenti. Par contre, le ressenti, ça passe par l'expérience, ça passe par moi. Voilà, donc je conclurai par ça, c'est-à-dire que les bons choix, ça naît d'une bonne écoute de soi. Je pense que vous l'avez tous vécu, c'est évident. On sait très bien se souvenir des moments où on s'est écouté. Ah, alors ce jour-là, je me suis écoutée, alors le résultat, il était au top. Par contre, là, je ne me suis pas écoutée, ça n'a pas été la même histoire. Hein. Donc, c'est de s'inviter à ça, même si c'est pas facile, même si ça demande en tout cas... c'est un travail, hein. C'est un travail. Tout seul, on ne peut pas le faire parce qu'on se fait rattraper par notre mental en permanence. Mais en tout cas, c'est un travail qui transforme. Moi, lorsque j'ai commencé, on me l'avait dit pourtant, mais je ne croyais pas trop. On m'avait dit, mais tu sais, tu ne vas pas être la même si tu continues dans ce domaine-là. Et puis c'est vrai que ça transforme, ça change, mais dans le bon sens. Donc c'est ce qui est important. Voilà. C'est le but, c'est ça. Donc, il nous reste un petit peu de temps. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez, vous pouvez profiter de ce moment-là qu'on est posé. La question que je me posais, madame, oui. C'est là, si on se connecte toujours avec son ressenti, donc si on est en colère, on exprime cette colère. C'est ça, si j'ai bien compris? Alors, ou alors on la vit intérieurement, on en a conscience. Voilà. Et on ne l'exprime pas. C'est la subtilité qui est pas tout à fait. Non, en fait, si vous voulez, lorsque on a une émotion comme la colère, c'est important de la laisser s'exprimer. Par contre, si on ne la gère pas, on va avoir tendance à être dans le débordement. Ça peut aller jusque-là. Alors c'est important de la ressentir, de la laisser vivre, de pourquoi pas l'exprimer, mais de se cadrer quand même. On n'est pas des enfants, on ne va pas faire n'importe quoi. Donc on va se mettre un cadre, on va se dire ok, je m'autorise à vivre ça.
Mais je ne vais pas, parce que je suis en colère contre mon conjoint, lui envoyer une baffe par exemple. Ou je ne vais pas jeter une assiette parce que je suis énervée. Non, mais pas forcément dans le Je geste, vais mais mettre dans un l'expression. cas, mais je vais ressentir. Ce que ça me fait d'être en colère, moi. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça met le feu là? Ah oui, tiens, ça met le feu là. Ok. Donc je reste avec ça. Donc, je sens ce que ça me fait. Je reste avec ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on veut expliquer? Vous avez communiqué au point. C'est ça. Voilà. Ouais. Accueillir. C'est comme, excusez-moi, la colère, elle est là. On est en colère contre quelqu'un. Lui dire, tu lui dis, voilà, j'ai ça, et à partir du moment où c'est dit, c'est sorti. Il est au courant, c'est bon. Mais ne pas le garder, parce que de toute façon, si tu le gardes, ça reviendra. Oui, c'est ça. On va utiliser souvent, on voit des gens qui s'emportent facilement pour un petit truc, rien du tout, on se dit, lolo, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est chargé de plein d'autres choses, Oui, parce que c'est toujours contenu, et donc à force, ça explose. C'est pour ça que c'est important de l'exprimer, même de dire, je suis en colère, là je sens que je suis en colère, je me sens très fort. La colère, vous savez, on a toujours tendance à la projeter sur les gens, sur le monde, sur... Ça nous appartient, hein. On est en colère d'abord contre nous. Hein. Il y a des choses qu'on n'accepte pas, il y a des choses qui viennent nous déranger, il y a quelque chose... C'est toujours lié à nous. Hein. C'est pas toujours facile à voir, ça, mais... Et comment vous travaillez avec vos clients? Vous leur faites exprimer ce qu'ils ressentent, vous leur faites faire des exercices, ou c'est déjà après passer l'analyse et le... Alors, c'est un mélange en fait. Si vous voulez, on est dans l'instant présent, on est avec ce qui se passe là. Donc, il y a des moments où la personne va venir avec une envie, un besoin d'exprimer des choses qu'elle a vécues. Donc là, j'écoute. Et puis à un moment donné, il se passe quelque chose, donc on va aller vers l'émotionnel. En fait, moi, je suis là où la personne, elle va. Parce qu'elle sait où elle a envie d'aller. En fait. Et parfois, j'amène à partager ce que moi je ressens par rapport à la situation. Et vous me dites ça, ok, mais moi ce que je ressens c'est ça. Hein. Ah oui, peut-être, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Donc c'est un échange, on n'est pas dans le contrôle, on est dans l'accueil de ce qui se passe. Et donc, il y a des personnes qui ont d'abord besoin de parler. En ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui viennent qui ont besoin de parler. Et bien, elles parlent, et puis à un moment donné, elles évoluent. Elles ont moins envie de parler, et tout d'un coup, elles viennent et elles disent j'ai rien à dire. Ok, on va rester avec ça. Ah, et puis là, j'ai une émotion. Ah, ok, c'est quoi cette émotion? On va suivre la personne en fonction de là où elle est. On ne va pas chercher à l'emmener là où nous, on a décidé que ce serait mieux pour elle. C'est nous qui savons le mieux ce qui est bon pour nous, en fait. On a besoin de quelqu'un pour avoir un miroir, pour nous emmener là où nous, notre mental va faire reviens là, qu'est-ce que tu ressens? Vous voyez, c'est nous qui sentons. Et je propose des groupes, donc les groupes sont formidables pour ce travail parce que en fait tout ce qu'on ne voit pas chez nous, par contre on le voit très très bien sur les autres. Hein, donc c'est la poutre et la paille. Comment? La poutre et la paille. Voilà, c'est ça, la poutre et la paille. C'est tellement évident. Mais oui. Mais quand on le vit, c'est encore plus évident. Chaque fois qu'on voit une poutre chez les voisins, oui, mais c'est pas si simple. C'est que nous, on a la poutre dans notre moyenne. Oui, mais c'est pas si simple de voir qu'on a la poutre. C'est une évidence. Oui. Ah oui, même le petit brin, hein, même le petit filet, c'est que chez nous, c'est encore plus gros. C'est par là qu'il faut passer pour moi, c'est évident. Oui, mais c'est pas toujours évident de le voir. C'est pas simple quand même. Ce qui est simple. Pourquoi ça ne serait pas simple en fait? C'est parce qu'on ne veut pas se l'accepter. Non, tout simplement, parce qu'on ne veut pas l'entendre. Non, très souvent, ce sont les autres qui nous amènent à le voir. Oui. C'est l'effet miroir. Oui, c'est pas... Pourtant, c'est tellement facile de voir le défaut chez l'autre. Oui, mais chez voir le défaut chez l'autre. Ah, mais de voir chez soi. Ah bah oui, non, chez l'autre, il est chez l'autre, on n'a pas parlé. Alors, du moment que le défaut il est chez l'autre, ce qu'on l'a ressenti, c'est qu'il est chez nous.
c'est ça que je veux dire, moi. Ah oui, C'est tellement évident. On dit, oh là là, mais celui-là, il m'énerve, mais qu'est-ce qu'il raconte ah tiens, ben pourquoi je ressens ça? Ben, peut-être bien parce que ce que je raconte moi, c'est très supérieur à ce que lui raconte. Alors après, il y a la théorie, et puis après, il y a la pratique. C'est souvent... aussi, c'est pas tout à fait... je ne vis pas tout à fait pareil. Et c'est un travail qui demande beaucoup d'humilité, en fait, parce que qu'on fasse du ressenti depuis 15 ans ou depuis 1 an ou depuis jamais, ben, on est quand même toujours en difficulté à un moment donné parce qu'on est là pour apprendre, c'est tout. Donc, il y a beaucoup de situations différentes. Des situations tellement différentes qu'on n'est pas confronté à toutes. Il y a toujours des nouvelles pour lesquelles il faut se confronter. Donc les gens qui se confrontent, donc on apprend. C'est ça. En tout cas, pour revenir dans ce travail, en fait, on se voit grandir on se voit grandir parce qu'on prend l'habitude de se regarder, en fait. Enfin, quand je dis de se regarder, c'est pas dans le sens... c'est de voir comment sont nos comportements. Et souvent, je dis aux gens, mais regardez un petit peu de temps en temps dans le rétro. Parce qu'on a du mal à se voir évoluer, mais quand on regarde dans le rétro et qu'on regarde, ah oui, il y a 1 an, je pensais comme ça. Et je faisais comme ça. Ah oui. Et maintenant, comment vous faites? Et c'est important aussi de voir... ah ben c'est essentiellement de la remise en question. C'est ça. C'est ça. Merci en tout cas de votre présence. Merci. C'est toujours un cadeau pour moi, même si c'est toujours très très compliqué. Là, je me sens beaucoup mieux qu'au début. Et toi? C'est vrai? Vous n'étiez pas en difficulté, vous, vous étiez dans le confort. Et bien, c'est bien. C'est bien aussi. Voilà. Merci beaucoup.